RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Vous pouvez réagir ou commenter l'émission avec le hashtag Mardi politique. Bonsoir Frédéric Rivière. Ensemble, nous recevons ce soir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes député La République En Marche de Seine-et-Marne. Vous êtes l'ancien patron du RAID. C'est vous qui avez dirigé l'assaut, notamment contre Amédi Coulibaly, le terroriste de l'Hyper Cacher. C'était en 2015. Vous pilotez actuellement un groupe de travail sur la sécurité. Alors justement, ce sont vos dossiers. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique et d'autres pays européens vivent sous la menace terroriste constante d'un nouveau type. Des jeunes souvent solitaires, radicalisés, tuent, poignardent n'importe où, n'importe quand, au hasard. Comment vous analysez cette nouvelle forme de terrorisme? Est-elle due plus à une fragilité psychiatrique, à une idéologie islamique? En clair, est-ce que l'islamisme est aujourd'hui le réceptacle de la folie? Alors sur la menace de terrorisme en France, c'est une menace qui est toujours importante, même si elle a changé de paradigme. Auparavant, c'était une menace de réseau en 2015. Là, on est sur une menace endogène, de gens qui agissent en général seuls, et avec des moyens qui sont des moyens un couteau, un camion, un véhicule, mais qui arrive à faire des dégâts importants. On peut se référer à Nice, à l'attentat de Nice pour ça. Alors, votre question, c'est effectivement très intéressante. Je pense qu'à un certain moment, maintenant, on est rendu à un moment où le terrorisme a rejoint la folie a rejoint d'une certaine manière le terrorisme aussi. C'est-à-dire que le terrorisme essaye de recruter, les gens qui recrutent essayent de recruter aussi dans la sphère des gens qui sont, de certaines personnes qui ont des problèmes psychiatriques et psychologiques. Est-ce que ça n'a pas toujours été un peu le cas? Est-ce que le terrorisme n'a pas toujours été une forme d'exutoire pour certains désespérés, au fond? Écoutez, dans le passé, la France a été frappée par le terrorisme depuis très longtemps, depuis la fin de la guerre d'Algérie. Mais on a eu des mouvements terroristes qui étaient beaucoup plus structurés, qui étaient financés, qui étaient organisés. Il y avait des causes, alors les brigades rouges. Enfin, il y avait des causes, après elles sont contestables, on peut les contester ou non, mais il y avait effectivement, ça répondait à un certain nombre de causes. Mais cette envie destructrice, elle est quand même hyper destructrice, elle est quand même hyper nouvelle. Ça date des années, ça date de l'affaire Mera. En fait, l'an zéro de ce nouveau terrorisme, c'est l'affaire Mohamed Merah. Oui. Et l'autre terreau de ce terrorisme que vous appelez low cost, ça peut être quoi d'autre? Il m'avait semblé qu'au début, d'ailleurs, Emmanuel Macron, avant qu'il soit président de la République, disait que c'était souvent le chômage, la pauvreté, qui était aussi, qui pouvait générer comme ça des comportements criminels. Alors, il faut quand même réserver son opinion là-dessus, parce que tout chômeur n'est pas terroriste. Non, enfin, quand je dis le chômage, l'enfermement... Il y a des conditions sans doute qui font que le passage à l'acte dans ce domaine-là est favorisé. Moi, je pencherai plutôt et je défendrai plutôt cette idée qu'on a aussi structuré toute une contre-société dans des cités qui sont prises sous l'emprise de la drogue, du trafic de drogue, avec... c'est véritablement une contre-société parce qu'on n'a plus la valeur du travail, on a de l'argent facile, on a ceux qui s'adonnent à ce trafic-là, qui sont des vrais caïds et qui tiennent les autres en respect dans les cités, les populations qui sont désespérées, et surtout qui se servent de mômes pour faire le guet. Et on est passé... Donc nos limites, hein. En fait, et c'est nos limites, parce qu'on est passé dans ces cités-là, on est passé d'une banalisation de la mort dans les années de 80 à 2000, 2005, 2010, une banalisation de la mort par overdose, par sida, etc.,
à une banalisation du meurtre maintenant. On est dans une banalisation du meurtre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... on est complètement désociabilisé et ces jeunes-là voient ça tous les jours, ces jeunes de très bas âge. Donc à un certain moment, ça favorise aussi le passage au terrorisme. Je ne dis pas que le terrorisme que l'on vit actuel, ça n'est que ça, mais ça c'est assez effrayant ce que vous dites, la banalisation du... Oui, la banalisation du meurtre. La vie n'a plus de valeur. La vie n'a plus de valeur, et non seulement elle n'a plus de valeur, la vie, mais ceux qui pratiquent ces meurtres, ceux qui pratiquent ça, en sont héroïsés. Comme le passage dans les prisons héroïse aussi le parcours. Donc il faut revenir d'urgence, de toute urgence, à notre modèle sociétal que l'on doit réintroduire dans ces cités-là. Et Emmanuel Macron l'a annoncé dans le plan Ville, justement, de travailler sur les stupes et d'y travailler très fort. Alors précisément, moi j'avais prévu de vous parler de ça, mais un peu plus tard, on va revenir au terrorisme, mais on va, pour employer une expression que vous allez sans doute employer à un moment ou à un autre, purger ce sujet. C'est en effet d'ailleurs l'autre forme de violence aujourd'hui qui est plus souterraine, qui pourrit la vie de milliers de gens, probablement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de gens, dans les quartiers, cette ultra-violence qui est liée au trafic de drogue. Et d'ailleurs, il y a parfois des connexions en plus avec des mouvements terroristes. Mais est-ce qu'on peut encore imaginer venir à bout du trafic de drogue en France, tant il a pris une ampleur absolument considérable aujourd'hui en France? Bien sûr qu'on peut imaginer. Il ne faut surtout pas baisser les bras et penser que c'est... Ça fait quand même très longtemps que nos dirigeants en parlent et qu'il ne se passe rien et que le phénomène augmente. Mais je vous laisse répondre. Oui, sans doute, mais vous avez pu peut-être observer dans d'autres domaines de la société actuellement que les choses sont en train de changer, des choses qui semblaient immuables sont en train de changer. Il y a eu des mouvements sociaux récemment, ils existent toujours, on est en train de transformer un certain nombre de choses. Et des choses qu'on pensait immuables aussi. Des choses qui sont bien sûr moins violentes, mais il ne faut pas penser que le trafic de drogue s'est durablement installé, que c'est une fatalité. Il faut le combattre et le combattre de manière très très forte. Alors il faut le combattre de manière non seulement forte, mais il faut le combattre de manière coordonnée. C'est-à-dire que dans ces quartiers-là, il faut les policiers, les gendarmes, les services de renseignement, tous les autres services, les services sociaux, les services des villes, etc., travaillent sur ces quartiers-là. Mais il faut faire un travail coordonné qui existe déjà, en particulier sur Marseille. Il va falloir travailler là-dessus et ensuite, une fois que c'est assaini, reprendre la présence dans ces quartiers-là. Ne pas laisser la présence dans ces quartiers-là. Et ça, c'est la police de sécurité au quotidien qui pourra se réinstaller une fois que les choses seront les banlieues, on le dit depuis longtemps, sont des bombes à retardement? Je ne sais pas si elles sont un mot facile, une expression facile. C'est une expression qu'on entend partout. Je ne sais pas si ce sont des bombes à retardement. La bombe à retardement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, tout va exploser en même temps. Je ne suis pas persuadé qu'on en soit là. On est sur des contre-modèles sociaux qu'il faut purger, sur lesquels il faut travailler en coordination totale avec tous les services. Et c'est faisable. Alors on va revenir au djihadisme. La prison, comme le dit d'ailleurs Gilles Kepel, est l'un des incubateurs le plus rapide du djihadisme. Pour vous, selon vous, quelles sont les solutions pour éviter que les prisonniers se contaminent les uns les autres? Certains ont évoqué l'idée d'avoir des prisons spéciales. Est-ce que c'est gérable, possible? Quelle est la solution là encore? Alors les solutions sont multiples. Il doit y en avoir, elles sont multiples. Il faut travailler sur tout ce qu'on a comme solution, tout ce qu'on a pensé. C'est pour ça que je vous posais toutes ces questions avant, parce que pour combattre un problème, il faut aussi comprendre peut-être son origine. Bien sûr, tout à fait. Et ensuite, il faut passer à l'action. Alors, ce que vous disiez est exact. Non seulement il faut penser à essayer d'éloigner ces radicalisés de la majeure partie de la population carcérale. On a en France à peu près 70 000 personnes qui sont incarcérées. On a 1600
individus qui sont fortement radicalisés, et il y en a 500 qui sont condamnés. Dans ces 1600, il y en a 500 qui sont condamnés pour terrorisme. Eh bien, il faut mettre en place, et c'est en train d'être mis en place, puisque ça a été annoncé par le Premier ministre, et le Président de la République auparavant, et le Premier ministre, c'était dans le programme du Président de la République. Il y a 1500 places dans des quartiers étanches qui vont être mis en place, dont à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, jusqu'à la fin de cette année. Voilà, ça, il faut le faire, et il faut le faire de manière rapide pour pouvoir les isoler dans un premier temps. Ensuite, il y a des quartiers d'évaluation de radicalisation qui sont mis en place. Il y a 4 quartiers d'évaluation de radicalisation qui vont nous permettre de faire un diagnostic sérieux, total, des individus qui sont complètement pris dans cet engrenage, en tout cas aujourd'hui, dans cet engrenage radicalisé, et d'autres qui le sont moins ou beaucoup moins. Mais il y a parfois des individus dont on pense qu'ils ne sont pas sévèrement radicalisés. C'est le cas de certains fichiers S qui sont passés à l'acte et dont on dit après, on avait mal estimé leur degré de radicalisation et leur capacité à passer à l'acte. Je ne pense pas qu'il y ait un mauvais degré d'estimation du niveau des individus. Et vous avez raison de dire que les derniers, et beaucoup d'ailleurs de terroristes qui nous ont fait les derniers attentats en particulier, étaient sur la partie basse du spectre de la radicalisation. Ils étaient pourtant signalisés. Ils avaient été repérés par les services de renseignement, qui font d'ailleurs de ce point de vue-là un travail phénoménalement important sur le fond et sur la forme, et je tiens à les saluer là-dessus. Mais effectivement, à un certain moment, on aurait pu éviter, compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la folie, le terrorisme, etc., et cette ambiance, c'est difficile à un certain moment de pouvoir déceler une personne isolée, qui ne correspond par définition avec personne, et qui ne sera donc pas interceptable dans les messages qu'il va donner par les services de renseignement. C'est difficile à déceler, et cet individu-là va passer à l'acte avec un espèce de terrorisme réflexogène. Ça va être un espèce de réflexe. Il va tuer plusieurs personnes. Il va falloir intervenir très rapidement. Alors comment il faut faire ? Alors, il y a tous ces fichiers S. Il y en a plus de 10 000. Ouais. Vous dites qu'il faut faire un peu de la proximité, aller en quelque sorte aller toquer chez eux et voir ce qui s'y passe ? Moi, je dis que sur ces individus de bas du spectre, sur les individus sur lesquels les services travaillent, il y en a beaucoup sur lesquels ils travaillent, ils sont en train de judiciariser les affaires, d'essayer de recruter, d'avoir des éléments pour pouvoir ensuite les confondre et les mettre en prison pour longtemps. Sur les individus sur lesquels ils travaillent, il faut laisser travailler les services, il faut les laisser travailler sereinement, de leur apporter de la sérénité là-dessus, les services de renseignement et les services d'enquête judiciaire. Ensuite, sur le bas du spectre, alors effectivement, on a un certain nombre de gens qui sont fichés S ou FSPRT, qui sont importants. FSPRT, c'est le fichier des terroristes radicalisés. Voilà. Le fichier S, il est un peu plus vaste, le terrorisme. Donc, le fichage est plus vaste. Il faut donner le pouvoir, enfin, il faut que le chef de police local, le commissaire, le commandant, le chef de gendarmerie locale, le chef du service renseignement, des renseignements territoriaux, de la sécurité intérieure locale, puissent avoir la possibilité, et ça dépend de son initiative, à un certain moment, quand il a plusieurs fichiers S sur lesquels il ne travaille pas, de purger ces fichiers S-là. Purger ces fichiers S-là, ça veut dire à un certain moment, ce gars-là, est-ce qu'il est actif ? Est-ce qu'il n'est pas actif ? Il ne m'a pas montré de signe d'activité. Comment on fait pour savoir ? Il faut que je m'en rende compte directement. Et je m'en rends compte comment ? Eh bien, avec les moyens que lui a donné le Parlement récemment dans la loi antiterroriste, en particulier la visite domiciliaire administrative, qui est la suite de la perquisition domiciliaire. Visite domiciliaire administrative qui permettra d'aller à son domicile, de voir s'il y a des signes extérieurs de radicalisation et de pouvoir soit purger la fiche parce qu'il n'y a rien, soit continuer à travailler dessus et le judiciariser. Mais ça, on fait pas assez. Au lendemain de la dernière attaque au couteau dans le 2e arrondissement de Paris, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dit qu'il n'y avait pas moyen d'empêcher ce type d'événement. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Il faut se faire à cette forme de fatalité ?
Moi, je dis qu'il y a Pas moyen d'empêcher ce type d'événement, c'est vraiment la citation. Hein. Ce type d'événement, il faut pas mentir aux Français. Ce type d'événement se reproduira, peut se reproduire et se reproduira. Mais il faut qu'on travaille. C'est un terrorisme réflexogène. Il faut que les policiers sur ce type de terrorisme-là travaillent de manière réflexe aussi et travaillent beaucoup plus vite. On n'a pas le temps de faire sur ce type de terrorisme-là. On n'a pas le temps de faire d'analyse, de longues analyses. Il faut aller plus vite. Alors, autre sujet que les fichiers S, il y a le sujet des radicalisés, des prisonniers radicalisés qui vont être libérés, qui auront purgé leur peine, pour reprendre le mot purgé. Ils vont sortir de prison, donc 20 en 2018, 20 en 2019. En tout, ça va faire 40 sur le territoire français. Donc là, quand on sort de prison, comment on fait pour surveiller ces personnes-là ? La droite dit qu'il faut une rétention de sécurité, en quelque sorte, une prolongation de détention. Vous, je crois que vous n'êtes pas contre cette idée, mais est-ce qu'il faut changer le droit pour ça ? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens qui sont incarcérés l'ont été de manière délictuelle, c'est pour ça qu'ils ressortent aussi vite. Et effectivement, il y en aura 20, d'après les chiffres du procureur de la République du TGI de Paris, il y en aura 20 cette année, 20 l'année prochaine, peut-être d'autres sur les autres années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont suivis déjà dans leur incarcération par les services du renseignement pénitentiaire, qui travaillent avec les services de renseignement de la DGSI et des autres services de renseignement. Donc ils sont suivis et ils vont être suivis dans leur, quand ils vont sortir de la prison. Il faut savoir, c'est que malheureusement en France, on n'a pas de système de suivi comme sur les infractions sexuelles. On n'a pas un système de suivi psychologique et judiciaire et médical à la fin. Donc il faut effectivement peut-être instaurer ça. Vous avez parlé de la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, elle est prévue par l'article 706, 53, etc. du Code de procédure pénale. Et elle est prévue à la suite d'une réclusion criminelle, donc il faut être condamné pour crime, ce qui n'est pas le cas des gens qui vont sortir, et pour des gens qui ont des problèmes psychologiques très importants, sur lesquels il va y avoir un suivi psychologique, médical, en milieu fermé. Eh bien, moi, je ne suis pas contre cette mesure-là. Je ne suis vraiment pas contre. Il faut voir s'il y a des problèmes de constitutionnalité qui s'y opposent. Il faut voir. Il faut étudier ce problème-là. Si ça n'est pas le cas, il faut rapidement travailler là-dessus. Et ça sera sans doute par le système de la loi. Je tiens à signaler quand même que ce projet de loi avait été présenté en 2000. Je ne sais pas si c'est un projet de loi, une proposition de loi, ou si on en avait tout simplement débattu dans une discussion libre, mais il avait été en tout cas abordé en 2016. Il n'avait pas été retenu à l'époque. Ce qui est quand même un peu difficile à comprendre, c'est que des individus qui ont été condamnés pour terrorisme aient été condamnés pour des délits et non pas des crimes. Le délit de terrorisme, ça paraît un peu léger, parce que dans la... Et là, je suis bien placé pour vous le dire, parce qu'à l'époque, j'étais le chef du RAID et le RAID intervenait en bras armés des services enquêteurs de l'ASDAT, service antiterroriste, et de la DGSI. Eh bien, parce que certains ont été appréhendés parce qu'ils prévoyaient de faire un attentat, et d'autres ont été appréhendés dans leur entourage parce qu'ils avaient fourni une partie des moyens ou fourni des renseignements. Et ceux qui étaient les moins impliqués ont été condamnés pour des peines délictuelles uniquement. Quel serait aujourd'hui votre idéal, à vous, sécuritaire ? Très très vite. Je ne comprends pas trop la question. L'idéal sécuritaire, c'est-à-dire en transgressant peut-être quelques lois, qu'est-ce qu'il faudrait Non, mais vaste question à laquelle il faudrait répondre en 15-20 secondes. Alors je vais vous répondre en 15-20 secondes. Un idéal sécuritaire, ça n'existe pas. On est dans une société démocratique. On n'a jamais constaté que dans une société qui n'était pas démocratique, on ne soit pas impacté par le terrorisme. Ils sont impactés aussi par le terrorisme. Donc on reste dans notre société démocratique. Sinon on devient une dictature. Et en fonction du temps, on fait bouger le curseur soit vers la sécurité, soit vers la protection des droits. Là,
on est en période de menace, donc il faut faire bouger un tout petit peu le curseur par cette mesure peut-être de sûreté. Merci Jean-Michel Fauvergue, c'est la fin de la première partie de cette émission. Retour de Mardi Politique sur RFI dans 5 minutes, et pour vous qui nous regardez sur France 24, vous allez retrouver immédiatement une édition spéciale consacrée à la rencontre et à la conférence de presse commune entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. A tout de suite. Le Journal de l'Afrique, votre rendez-vous quotidien avec le continent africain. Avec nos correspondants et nos invités en plateau, faites le tour de l'actualité africaine. Toute l'information politique, économique et culturelle d'un continent en mouvement, c'est dans le Journal de l'Afrique sur France 24 et France24.com.